signes cliniques, des fois, manque de spécificité, surtout quand c'est un petit nourrisson ou nouveau-né. Et la distinction entre origine virale et bactérienne, des fois, elle n'est pas forcément aisée. D'accord? C'est pour ça que très souvent, on traite comme bactérien, jusqu'à avoir en fait, les examens complémentaires qui nous prouvent que soit c'est une infection virale ou c'est une infection bactérienne. Donc les méningites virales, il faut savoir que généralement sont bénignes, sauf si c'est une méningoencéphalite à herpès, donc là c'est pas du tout bénin. Donc ça guérit normalement sans séquelles. Les méningites bactériennes par contre sont en cause d'une grande morbidité et d'une grande mortalité. D'accord? Alors, la méningite donc, est une inflammation des méninges et du liquide céphalorachidien. Donc, elle est plus souvent causée par des infections. Donc, ça peut être de multitude d'agents donc, infectieux. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries. On peut avoir même des méningites mycosiques, donc, dans certains cas. Donc, en fait, ce qu'on va avoir surtout, c'est les bactériennes et virales. Donc, en fait, on a deux entités, en fait, les méningites virales et bactériennes, et elles sont en fait distinctes par leur clinique, leur pronostic et leur prise en charge. D'accord? Alors, sur le plan physiopathologique, donc on a plusieurs mécanismes physiopathes pour ce qui concerne la méningite. Donc, on a trois mécanismes exacts. Donc, il y a en fait l'infection par voie hématogène, donc c'est la plus fréquente. Donc il y a une porte d'entrée généralement oropharyngée, ça peut commencer par une infection virale, donc, ou une infection bactérienne. Donc il va y avoir une bactériémie, donc à ce point de départ. Donc une bactériémie, donc avec un ensemencement de la bactérie ou du virus, donc pratiquement dans tout l'organisme. Et il va pénétrer dans certaines circonstances, pas dans toutes les circonstances, chez certains enfants. Donc il va y avoir en fait il va franchir donc, le plexus choroïde, donc il va atteindre en fait, les méninges et le liquide céphalorachidien, et il va y avoir en fait l'apparition de signes en faveur du méninge. Le deuxième mécanisme, c'est l'affection par contiguïté. Donc il faut savoir que généralement on aura un foyer donc, contigu, donc des structures du système nerveux central. Donc soit un foyer donc, en rapport avec une spondylodicite, donc une atteinte au niveau en fait, du rachis. On peut avoir un abcès au niveau cérébral, une otite compliquée, donc mastoïdite ou autre, donc une sinusite, ou bien une brèche ostéoméningite secondaire à un traumatisme, exactement. Donc, et ça, tout ça va contribuer à ce qu'il y ait une invasion donc, du LCR et des méninges, et donc méningite. Donc, à cause d'un foyer de contiguïté. Le troisième mécanisme, donc c'est une infection par inoculation directe, donc là c'est accidentel. Généralement, c'est après un traumatisme, donc on va avoir une intervention neurochirurgicale ou bien en fait il a un crânio-pharyngéome ou une tumeur ou là, n'importe quel processus pour lequel il va faire en fait, une intervention neurochirurgicale et on va inoculer à ce patient un germe donc, directement, donc on va avoir une méningite. Ou bien après infiltration, donc c'est un malade qui nécessite une infiltration donc, directe au niveau cérébral, donc et là aussi ça va être un geste qui est septique, donc on va inoculer aussi un germe, ou bien après un traumatisme, donc après un traumatisme, donc on va avoir une brèche ostéoméningée, donc par exemple dans les fractures de la base du crâne, donc on aura aussi une hémorragie, donc généralement ça donne des méningites récurrentes. Ou bien, si on a en fait un état immunitaire qui est précaire avec un déficit surtout en complément, donc là, ça favorise en fait l'apparition de méningite. En fait, c'est pour n'importe quelle infection, il suffit d'avoir un déficit immunitaire, donc ça va favoriser toutes les infections sévères. D'accord? Et notamment tout ce qui est méningé, donc c'est surtout les déficits en complément. Donc, et c'est surtout les germes en capsule. Donc, les méningites bactériennes. Pour la physiopathie des méningites bactériennes, donc il faut savoir qu'il y a une colonisation, donc une bactériémie, on aura une invasion donc, du système nerveux central, il y aura production donc, lors de la lyse bactérienne donc, de lipopolysaccharides, donc pneumolysine, et on aura du côté de l'hôte, donc du sujet qui va être contaminé par cette bactérie, donc fabrication donc, des protéines pro-inflammatoires, donc notamment les interleukines
TNF alpha. Donc la fabrication donc, des exotoxines bactériennes et on commencera à avoir un processus auto-inflammatoire. Donc il va y avoir comme conséquence l'augmentation de la perméabilité au niveau cérébral, donc la fabrication de métalloprotéases et d'aquaporine, donc qui auront comme conséquence donc, un œdème vasogénique, d'accord, et qui va être à l'origine de l'HIC. Et vous avez donc les deux phénomènes, donc la fabrication d'exotoxines et les protéines pro-inflammatoires vont avoir comme conséquence aussi une invasion leucocytaire. Donc automatiquement, donc, elles vont donc, avoir comme conséquence trouble de la sécrétion du LCR, donc, et augmentation de la production du LCR et diminution de la résorption du LCR. Donc ce qui va contribuer encore plus à augmenter l'HIC. Donc la production des exotoxines donc, va avoir comme conséquence donc, des lésions au niveau cérébral, donc une vascularite, donc, et automatiquement donc, des lésions d'ischémie au niveau cérébral. Donc cette HIC va accentuer encore plus l'ischémie. Par contre, donc avec l'exotoxine, donc on va avoir l'apparition de lésions cellulaires gliales et neuronales, donc et la fabrication de radicaux libres donc, et d'aquaporine, donc qui sont toujours nocifs pour le cerveau et qui vont être aussi à l'origine d'un œdème cytotoxique, d'accord, et qui vont accentuer encore plus la HIC. Sur le plan épidémiologique, donc il faut savoir que les méningites purulentes, donc en fait on n'a pas l'épidémio exact, donc on sait que c'est quand même assez rare, bien heureusement. Dans le monde, l'incidence est estimée à 1 million de cas par an, qui est responsable pratiquement de 200 000 décès par an. Donc pour vous dire à quel point c'est grave. Donc les pays où l'incidence est la plus forte, en particulier de méningite à méningocoque, par exemple chez nous, en fait, le consensus national TANA qui a été revu en 2011 après la conférence de consensus de Mostaganem, donc il y a eu une épidémie de méningo qui remontait à 1998. Depuis, donc on n'a pas d'études épidémiologiques pour savoir est-ce qu'il y a eu, parce qu'avant c'était tous les 10 ans, le méningocoque. Il y a eu la vaccination, donc il a un petit peu diminué cette incidence. D'accord. Pour les méningites purulentes d'origine communautaire, donc il faut savoir que les germes les plus fréquemment en cause, c'est le méningocoque, comme je vous l'ai dit déjà, le pneumocoque. Il y a après par la suite l'hémophilus, la listeria, l'Escherichia coli et le streptocoque. Mais il faut savoir qu'avec l'avènement de la vaccination, l'hémophilus et le pneumocoque sont devenus plus rares. Et il faut savoir que le pneumocoque, par exemple, donc, avec sa virulence, donc il était responsable pratiquement de 10% de décès. Donc juste à cause de la méningite. Donc pour le méningocoque, je m'excuse, il existe 9 sérotypes. Donc les sérotypes les plus connus, donc c'est le A, le B, C, qui sont responsables pratiquement de 95% des infections méningées. Alors, pour le diagnostic, donc on va essayer de voir un type de description. Donc c'est la méningite non compliquée du grand enfant qui au fait nous donne le tableau complet de méningite. Donc le début généralement est brutal et rapidement il s'associe donc une fièvre élevée avec ou sans frisson. Donc on aura un syndrome méningé franc, donc avec des céphalées qui sont intenses, généralement frontales, paroxystiques déclenchées par les efforts, les mouvements de la tête et les changements de position. Donc ils sont accentués aussi par le bruit, par la lumière. Donc dès qu'il y a beaucoup de bruit, donc on aura les céphalées qui vont s'accentuer. Ils s'accompagnent généralement de rachéalgie et de troubles digestifs, donc surtout des vomissements en jet, donc sans effort. Donc sur le plan de l'examen physique, donc le malade est généralement couché en ce qu'on appelle en chien fusil. C'est une attitude antalgique, d'où le dos il est tourné donc, à la lumière, donc à cause de la photophobie. Donc on peut avoir aussi des enfants qui peuvent être agités. On va avoir une raideur méningée qui constitue au fait un des signes fondamentaux de la méningite. La raideur, donc, elle est généralement douloureuse à la flexion passive de la nuque, ce qui entraîne donc une flexion involontaire des membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle le signe de Brudzinski. Et vous avez le signe de Körnig, qui est l'impossibilité de fléchir les cuisses sur le tronc, donc sans fléchir les genoux. Ça veut dire que quand on essaye de relever les membres comme ça, donc il va faire ça. D'accord? C'est impossible de le faire sans... Et quand on essaye de faire fléchir la tête, donc il y aura une flexion aussi du tronc. Donc c'est le Brudzinski.
Donc, pour le diagnostic de méningite est facilement évoqué devant un patient fébrile qui présente le syndrome méningé, donc les céphalées, vomissements, angers, photophobie et la raideur de la nuque. Et il faudra y penser quand même devant des manifestations neurologiques aussi associées à de la fièvre. Donc, comme une somnolence excessive, une désorientation temporelle, un délire aigu, un coma ou des convulsions. D'accord? Ça veut dire devant ces tableaux-là, même si vous n'avez pas tout le trépied de méningite, il faudra penser quand même à la méningite. D'accord? Ou méningo-encéphalique. D'accord? Alors, le tableau clinique selon l'âge est différent. Donc, il faut savoir que chez les nouveau-nés, donc vous avez, comme on avait les infections néonatales, donc il y a des facteurs de risque infectieux. Généralement, c'est une maman soit qui a une infection génitale, qui a fait une infection urinaire, qui a au fait une rupture prématurée des membranes. D'accord? Donc, devant l'existence de facteurs de risque, la présentation clinique, généralement, on a dit chez le nouveau-né, elle n'est pas spécifique, donc on peut avoir pas mal de signes. Donc il peut avoir un reflux de tétée, une hypotonie axiale, une fièvre ou une hypothermie, des troubles de la réactivité, des troubles de la conscience. On peut avoir des convulsions, on peut avoir une détresse respiratoire, on peut avoir des accès de cyanose, ou bien juste une fontanelle bandante, dans un contexte fébrile. Donc là, l'indication de l'APL est, je veux dire qu'elle n'est pas à réfléchir, ça veut dire qu'on l'a fait systématiquement, d'accord? Et il faut savoir que la méningite néonatale, quand même, donne un syndrome inflammatoire qui est quand même positif. Ça veut dire, généralement, quand on trouve un syndrome inflammatoire devant un enfant qui est suspect d'infection néonatale, donc une CRP supérieure à 60, on fera la PL systématiquement. Quand on a des signes neurologiques, on fera la PL systématiquement. Si on a des hémocultures qui sont positifs, même si il n'y a pas d'examen neurologique qui est correct, on fera systématiquement la PL. Ça veut dire qu'il y a des indications systématiques de la PL. On ne la fera pas tout le temps, mais on la fera quand on a ces signes-là. D'accord? Chez le nourrisson, par contre, le diagnostic peut s'avérer un peu plus difficile. Donc, il s'agit généralement d'enfants fébriles, qui peuvent avoir des troubles du comportement, donc il peut être agité, somnolent. Il peut avoir une fixité du regard, donc c'est au fait des signes de convulsion sous-corticale, refus de s'alimenter. Il peut être algique, donc vous allez avoir une hyperesthésie cutanée. Dès que vous le manipulez, il pleure, d'accord? Il peut être gênant. L'examen va retrouver juste le bandement de la fontanelle antérieure, comme elle peut ne pas être présente, d'accord? Et on la recherche toujours chez le nourrisson assis, d'accord? En dehors des pleurs, bien sûr. Bonjour docteur Lassari, ça va avec la base? Arrête. Arrête. Pisita. لا لا معليش خلاص خلاص ما عندكمش حاجه راكم تبعونا ça va. Alors on est arrivé je crois. Alors le diagnostic parfois est plus difficile, donc on aura au fait un tableau de gastro-entérite fébrile, d'accord? D'ailleurs pour anecdote, donc une fois j'étais de garde, donc il y a une interne qui était de garde avec moi, donc qui m'interpelle, parce qu'il y a un enfant qui ne lui plaisait pas, un petit nourrisson, qu'elle avait vu, donc elle n'avait pas mis la main sur au fait qu'il y avait quoi, mais c'était un nourrisson qui avait un état général qui était moyen, qui avait une gastro-entérite et qui était déshydraté. Donc là, on a réhydraté un petit peu le nourrisson, et après, par la suite, donc, on a fait la PL, parce que c'était un petit nourrisson quand même qui était un petit peu agité, qui avait un examen neurologique qui n'était pas complètement bon. Donc en faisant la PL, c'était une PL qui avait ramené du pus. Donc pour vous dire, donc, il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez un nourrisson qui ne va pas bien, qui vous paraît ranchu, qui a même une gastro-entérite, donc bien sûr, il faut le réhydrater d'abord un petit peu, et après faire la PL à l'aise. D'accord? Alors, la survenue de convulsions, donc je suis un peu trop vite. Parce qu'en position couchée, tu peux ne pas la palper correctement. Donc là, c'est la position assise où tu peux palper bien la panelle. Et bien sûr, en dehors des cris, parce que pour que ça ne soit pas... Devant toute convulsion fébrile, chez un petit nourrisson de moins de 6 mois, donc l'indication de l'APL est claire. D'accord? Entre 6 et 12 mois, là, ça dépend, en fait, c'est au cas par cas, selon ce que vous avez. D'accord? La clinique d'aide. Donc alors, pour l'enfant de plus de 2 ans, donc le diagnostic en fait est plus facile. Donc là, il rejoint pratiquement en fait celui du grand enfant où on aura en fait plus de symptômes et le syndrome méningé qui sera là.
Donc alors, généralement, le début, il est brutal. Donc on aura en fait la fièvre entre 39 et 40. Bien sûr associée à des céphalées, des vomissements rongés. Et parfois, on peut avoir en fait une somnolence. À la phase d'état, donc vous allez avoir le syndrome infectieux plus le syndrome méningé. Donc le syndrome méningé, donc les signes fonctionnels, c'est les céphalées toujours, les vomissements et la photophobie. Et à l'examen, vous allez retrouver donc un enfant couché en chien de fusil, comme tout à l'heure, une raideur de la nuit, et bien sûr les signes de Körning et de Brzezinski qui sont présents. D'accord. Parfois, vous pouvez noter comme chez le nourrisson, donc une hyperesthésie cutanée, des troubles vasomoteurs, donc des accès de rougeur ou des accès de pâleur, ou bien des troubles neurologiques, donc des convulsions, des troubles de la conscience, ou bien carrément des déficits moteurs. Alors, bien sûr, le diagnostic Terna donc, va être porté sur l'étude du LCR, donc la ponction lombaire. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu comment on fait une ponction lombaire? D'accord, très bien. Tout le monde a vu? Chez l'adulte. Oui, c'est la même chose. La ponction lombaire, c'est la même, que ce soit un adulte ou un enfant. Kiff-kiff, c'est la même chose. Donc, c'est juste, en fait, avoir tout le matériel qu'il faut faire pour avoir une asepsie rigoureuse, parce qu'il faut faire ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'inoculer un germe. Donc, quand on fait une PL, il faudra le faire dans une asepsie la plus totale possible. D'accord? Donc, le diagnostic donc, repose au fait sur l'étude du LCR. Donc, avant de la faire, donc, il faut d'abord voir s'il n'y a pas de contre-indication à la pratique de cette PL. D'accord? Donc, généralement, la ponction lombaire donc, doit être pratiquée devant la présence d'un syndrome méningé fébrile. Donc, bien sûr, le scanner doit précéder la PL si on a une altération profonde de l'état de conscience, un Glasgow inférieur ou égal à 10. Si on a des convulsions hémicorporales, c'est-à-dire qui sont focalisées, d'accord, chez l'enfant de 5 ans, et quel que soit le cycle de convulsion après cet âge. En cas de signe neurologique de localisation, donc s'il y a des risques d'engagement en HIC, donc on ne peut pas prendre le risque de faire une PL, même qu'on peut la faire à minima, et on recueille donc pas plus de 20 gouttes. On a aussi donc, au cas de crise tonique postérieure à réactif ou réaction de décortication, là vous n'avez pas le droit de faire la PL, donc il faut faire le scanner d'abord. Donc les contre-indications de la ponction lombaire, donc c'est les infections cutanées étendues, donc pour ne pas contaminer le LCR toujours. S'il y a une instabilité hémodynamique, donc on peut différer la PL, donc jusqu'à ce qu'on améliore l'enfant sur le plan hémodynamique. S'il y a des troubles de l'hémostase, par exemple si vous avez un problème d'hémophilie, une coagulopathie quelconque, où il faut donner un facteur, ou bien une thrombopénie, donc qui contre-indique aussi la pratique de la PL. Donc, ou bien s'il prend un traitement anticoagulant, d'accord, ou bien s'il présente une CIBD. Donc, s'il y a aussi des signes d'engagement cérébral ou s'il y a un effet de masse, donc à l'imagerie cérébrale, ou bien s'il y a des signes d'engagement, donc si vous avez un midriage unilatéral, un OK ou des troubles de la ventilation. Mais il faut savoir que les antiagrégants ne contre-indiquent pas la pratique de la PL, d'accord. Donc alors, comment interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite? Donc en dehors de toute contre-indication, donc la PL va être faite rapidement, donc elle va être acheminée immédiatement au laboratoire, bien sûr en la couvrant donc, pour cacher, donc pour que les germes ne soient pas détruits, parce qu'il y a certains germes qui sont détruits par la lumière, comme le méningocoque, donc ils sont très fragiles. Donc là, et bien sûr, on va apprécier l'aspect macroscopique déjà. Donc on va voir est-ce que c'est en fait eau de roche, xanthochromique, purulent, donc auderie. Donc on va voir l'aspect déjà à visu, donc à l'œil nu, pour voir est-ce que c'est un LCR qui paraît normal, macroscopiquement ou pas. Donc après par la suite, donc on a plusieurs analyses. On a l'analyse biochimique, l'analyse cytologique et l'analyse microbiologique. Donc pour l'analyse biochimique, donc vous allez voir la protéinorachie. Généralement, les valeurs normales sont entre 0,2 et 0,4. Pour le nouveau-né, la valeur elle doit être inférieure ou égale à 1,2. La glycorachie, elle doit toujours être comparée à la glycémie veineuse. Donc la normale est supérieure ou égale à la moitié de la glycémie, donc soit entre 0,5 et 0,6. D'accord. La chlororachie, donc la valeur normale est à 120 mmol par litre. Et les lactates, qui permet au fait de faire la distinction entre méningite virale et méningite bactérienne. Donc si elle est inférieure à 3,2, donc c'est généralement pas une méningite bactérienne. Donc alors, sur le plan cytologique, donc on va voir la numération et la formule cellulaire. Donc normalement, on doit avoir 5 éléments, pas plus, donc quand elle est normale.
est fait de lymphocytes et de monocytes. Donc la PL permet de nous affirmer que c'est une méningite s'il y a une cellulorachie qui est élevée supérieure à 5 éléments pour l'enfant et le nourrisson et supérieure à 30 chez le nouveau-né. D'accord ? Donc sur le plan bactériologique, bien sûr le LCR va être ensemencé sur plusieurs milieux. Donc ça dépend en fait du germe. Donc déjà à l'examen direct avec la coloration de grammes, donc on pourra dire est-ce que c'est c'est 1 gramme plus, 1 gramme moins, c'est un cocci, c'est un bacille. Donc ça nous permet déjà de voir déjà à l'examen direct de quoi il s'agit. Et bien sûr, si on doute d'une tuberculose, il faudra mettre aussi en culture sur, d'abord l'examen direct sur Zenetson et après en culture sur Lovenson-Johnson. Alors, pour l'interprétation de l'examen direct, il y a ça dépend du germe. Donc, par exemple, si on trouve un diplocoque gram négatif intra-extracellulaire, c'est plus un Neisseria meningitidis, donc c'est le méningocoque. Si c'est un diplocoque gram plus, c'est plus le pneumocoque, Streptococcus pneumoniae. Si c'est un bacille gram négatif, donc on est plus devant un hémophilus influenzae. C'est généralement des petits bacilles. Si c'est un bacille gram plus, c'est plus le Listeria monocytogène. Donc, et bien sûr, en dehors de l'examen direct, on peut aussi avoir à déterminer la CMI, surtout pour certains germes, parce que la CMI nous permet de dire est-ce que le germe il est sensible à l'antibiotique qu'on va mettre ou pas. D'accord ? Donc surtout pour le pneumocoque. Parce que avant, le pneumocoque, comme il était très virulent, la vaccination a permis de diminuer un petit peu les souches virulentes. Donc on était obligé de mettre une céphalosporine très élevée, donc plus la vancomycine. Donc à cause des germes qui étaient des fois résistants aux céphalosporines. Donc bien sûr, on va ensemencer sur divers milieux de culture. Donc les résultats, généralement on les obtient au bout de 48 heures normalement, donc pour les germes usuels. Ça peut prendre 5 à 6 jours pour le Listeria et ça peut prendre 3 à 6 semaines pour le bacille de la tuberculose, donc qui va être ensemencé sur milieu spécifique de Lovenson-Johnson. Bien sûr, on peut avoir à demander des milieux spéciaux, donc quand on est sûr que c'est un bacille gram moins, par exemple comme Escherichia coli ou Klebsiella, donc il y a des germes qui nécessitent des milieux de culture spécifiques. Si on doute aussi d'avoir par exemple des champignons, on peut avoir à mettre sur le milieu de Saboro, donc ça dépend de ce qu'on a. Donc les antigènes solubles aussi nous permettent d'identifier le germe et de pouvoir donner l'antibiothérapie la plus adaptée par rapport au germe. Donc ça se fait surtout pour l'Escherichia coli type K1 et pour le streptocoque et l'hémophilus. La contre-immunoélectrophorèse aussi peut aider à identifier le germe. Et des fois, quand on a des LCR pour lesquels la culture n'a pas été positive, on peut s'aider aussi de la PCR. D'accord ? Ça veut dire même si on a mis en route l'antibiothérapie, la PCR peut aider des fois à identifier le germe. D'accord ? Donc les autres examens qu'on peut demander, devant la fièvre, bien sûr c'est les hémocultures. Donc les autres foyers infectieux, on va rechercher le CB, éventuelle porte d'entrée, s'il y a une porte d'entrée qui est connue, donc otite, sinusite ou autre. Et bien sûr on fera un bilan inflammatoire, formule CRP, procalcitonine, surtout chez le nouveau-né. Et on peut aussi avoir à faire d'autres examens, qui peuvent nous aider par rapport à la recherche des complications, notamment le monogramme, à la recherche d'une hyponatrémie qui peut être témoin d'une sécrétion inappropriée d'ADH. On peut avoir à faire un bilan de CIVD si l'enfant est en état de choc septique. Et bien sûr, la recherche des antigènes solubles dans le sang et les urines permettent peut-être une meilleure identification du germe. Les sérologies pour certains germes. Et bien sûr, on peut aussi avoir à faire une TDM ou une IRM d'emblée. D'accord ? Alors, sur le plan du diagnostic étiologique, il y a plusieurs germes qui sont responsables de méningite. Je vais essayer de vous énumérer quelques-uns. Vous avez le méningocoque. Généralement, il peut se manifester de façon sporadique, mais habituellement, c'est plus des petites épidémies. C'est pour ça qu'on fait très très attention quand on trouve une méningite à méningo. Ça veut dire que c'est pas banal. Il faut surtout chez nous. Il y avait des épidémies tous les 10 ans de méningite à méningo.
Donc alors, c'est au fait une maladie à déclaration obligatoire comme toutes les méningites, d'accord? C'est un germe strictement humain, donc c'est au fait un germe qui habite au niveau du rhinopharynx. Et donc on peut avoir soit une méningite simple ou bien une méningococcémie, donc avec éruption purpurique diffuse, donc qui va nous donner au fait un choc septique, donc avec purpura extensif et nécrotique, d'accord, qui est assez spécifique au fait du méningocoque. D'ailleurs, c'est des enfants, quand ils survivent, parce que en fait, le tableau est très grave, donc si on ne met pas en route le traitement rapidement, donc au fait, la mortalité est très très importante, et vous allez voir le purpura s'étendre rapidement, et il y aura une nécrose pratiquement des organes, même des membres. Vous pouvez avoir carrément, on peut arriver à l'amputation. Donc, et même les lésions, pour vous dire, donc on a eu un petit nourrisson de 9 mois qui a été hospitalisé quand j'étais assistante à Belfarière, donc il y avait eu au fait une méningococcémie avec purpura extensive. Donc au fait la région nécrotique, où il y a eu la nécrose, c'était la région de fessière. Donc pratiquement toute la région fessière a été nécrectomisée, donc chimiquement. Et là il a eu au fait une greffe de peau à ce niveau. Donc c'est des enfants pour lesquels on va faire une greffe par la suite. Donc l'hémophilus influenzae de type B, désolé. Donc c'était la bactérie la plus fréquente chez les petits nourrissons et les enfants avant 3 ans. Donc avec la généralisation de la vaccination, il y a eu au fait une amélioration et pratiquement disparition des méningites à hémophilus B, d'accord. Et donc, elle survient dans un contexte d'infection, la même chose des voies aériennes supérieures, ou bien otite ou pneumopathie, d'accord. Pour le pneumocoque, donc il peut se voir à tout âge, donc dans 3 types de circonstances, soit secondaire à un foyer des voies aériennes supérieures, ou dans les suites d'un traumatisme crânien. Chez les individus, dans les défenses contre les agents encapsulés donc, et amoindris, comme les DREPA et les splénictomisés. D'accord. La listeria monocytogène, par contre, donc là, en fait, il faut savoir que c'est plus l'apanage du nouveau-né. En fait, on ne la retrouve pas chez tout le monde. Donc, c'est un bacille gram plus, qui peut coloniser le tube digestif. L'envahissement du système nerveux par voie hématogène. Donc on le retrouve surtout chez le nouveau-né, comme je vous l'ai dit, donc les immunodéprimés. Donc c'est au fait les enfants qui sont sous corticoïdes ou chémio. Donc le tableau clinique est celui d'une rhomboencéphalite avec syndrome mélangé. Et le LCR, donc la lecture du LCR est typiquement panachée, donc avec prédominance de lymphocytes et de polynucléaires. On aura une hyperprotéinorachie, une hypoglycorachie qui sont nettes. Et le pronostic dépend de la gravité des troubles de la conscience. Pour les bacilles gram négatifs, donc on a surtout les entérocoques comme type Escherichia coli, donc sérotype K1, donc le Klebsiella pneumoniae et le Pseudomonas aeruginosa, qui sont rarement à l'origine des méningites. C'est généralement comme l'Escherichia coli, donc c'est les méningites surtout de la période néonatale, mais des petits nourrissons. Mais les autres, c'est plus des infections nosocomiales, d'accord. Donc c'est des méningites secondaires. Donc alors, primitif chez le nouveau-né, c'est surtout les Escherichia coli. Donc l'apportement très généralement soit digestif, donc lors du passage de la filière, ou bien urinaire. Donc la maman qui fait plusieurs infections urinaires, on aura en fait une colonisation donc aussi lors du passage de la filière. Ou bien secondaire, donc post-traumatique, donc ou à une infection iatrogène, comme je vous l'ai dit, donc c'est nosocomial. Pour le staph, donc généralement, c'est soit primitif ou secondaire. Donc primitif, c'est dans le cadre du septicémie à staph, donc comme dans le cadre d'une endocardite infectieuse, ou bien secondaire, après un acte neurochirurgical, donc on fait une dérivation ventriculo-péritonéale ou en post-traumatique s'il y a une brèche, d'accord, et qu'il y a eu un acte chirurgical. Donc là, juste un tableau pour vous illustrer donc, les causes de méningite purulente en fonction de l'âge. Donc chez le nouveau-né, c'est les 3 germes qu'on a déjà vus pour l'infection néonatale, donc c'est les mêmes. On peut avoir aussi les germes communautaires. Pour le nourrisson et l'enfant de moins de 6 ans, c'est surtout le pneumocoque, le méningo et l'hémophilus. Pour les plus de 6 ans, c'est le méningo et le pneumocoque. D'accord. Alors, comment?
je sais, mais il y a des souches au fait, qui ne sont pas prises en compte par la vaccination. La vaccination, en fait, elle va prendre en compte les sérotypes qui sont en fait graves, ceux qui donnent en fait des méningites très graves. Mais les autres sérotypes ne sont pas pris en compte. D'accord? Donc on peut avoir des... Et il faut voir aussi le statut vaccinal. Des fois, c'est des enfants qui ne sont pas vaccinés. D'accord? Donc alors maintenant, on va voir le diagnostic différentiel. Donc pour la forme typique, on envisage deux diagnostics différentiels. Le problème étant résolu par la pratique de l'APL. Donc c'est les hémorragies méningées. Donc généralement, en fait, c'est un débit brutal avec une fièvre retardée. Lorsqu'on pratique l'APL, donc on va avoir en fait un liquide qui est hémorragique, qui est incoagulable et uniformément teinté à l'épreuve des trois tubes. Ça veut dire qu'on va faire 3 tubes et là on va voir. Donc est-ce qu'il y a une coagulabilité donc du liquide, d'accord? Si c'est hémorragique, normalement il n'y a pas de coagulabilité. Par contre, si c'est hématique, ça veut dire que c'est nous qui avons traumatisé l'enfant et fait que l'APL est hématique, là ça va se coaguler. D'accord? C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que l'APL nous permet de faire la distinction. Donc le méningisme, donc là c'est un tableau en fait, de méningite non compliqué. Donc quand on fait le LCR, il est normal. Et on le retrouve fréquemment quand il y a en fait un tableau infectieux, soit au arrêt ou pulmonaire. D'accord? Et aussi on peut le retrouver dans la fièvre typhoïde. Donc là c'est le méningisme. Ok? Ça veut dire que vous allez avoir la raideur, vous allez avoir le syndrome méningé, mais l'APL négatif, sans atteinte méningée. Ce qu'on appelle le méningite. Pour les autres diagnostics différentiels, on a surtout la méningite virale, d'accord? Donc généralement lymphocytaire, donc avec une normoglycoragie. Donc les germes les plus fréquemment retrouvés, donc c'est surtout l'entérovirus, qui est responsable en fait, de la majorité des infections méningées virales. Donc avant c'était surtout le virus des oreillons, donc qui était responsable. Mais là, avec la généralisation de la vaccination, donc là maintenant on a en fait moins de méningite ouvrière. Alors qu'avant qu'il y ait la généralisation de la vaccination, pratiquement tous les enfants qui faisaient des oreillons pratiquement pouvaient faire des méningites ou d'autres complications des oreillons. Vous avez aussi les arbovirus neurotropes, donc comme ce qu'on a vu dernièrement, donc le virus du West Nile, donc en fait qui sévit en état épidémique, d'accord. Il y a eu 3 épidémies qui ont été en fait recensées, donc en 97, en 2003 et en 2012, d'accord. Donc généralement en fait l'infection se fait suite à un repas sanguin sur un oiseau porteur du virus. D'accord? Ça veut dire que quand on mange un volaille qui est en fait, infecté, et là on aura en fait la transmission du virus. Vous avez aussi les méningites secondaires au virus de la varicelle et du zona, donc qui peuvent donner aussi des méningites. Et vous avez aussi tout ce qui est primo-infection à VIH. Parce qu'il faut savoir que toute immunodépression, que ce soit acquise ou congénitale, peut donner en fait n'importe quelle infection donc virale ou bactérienne. Donc, et opportuniste. On peut avoir aussi des infections opportunistes mélangées, à localisation mélangée. Donc là, juste pour vous faire le distinguo entre tout ce qui est méningite bactérienne et méningite virale, donc le tableau permet de récapituler. Donc, au fait, sur le plan clinique, donc vous avez l'état général déjà, donc qui est altéré dans la méningite bactérienne alors qu'il est normal dans la méningite virale. L'aspect du LCR déjà, donc soit trouble, purulent. Par contre, dans la méningite virale, il est haut de roche, donc il ne change pas, sauf s'il y a une cellulorachie qui est très importante, il peut être un petit peu trouble. Donc la glycorachie, généralement, elle est abaissée dans la méningite bactérienne alors qu'elle est normale dans la méningite virale. La glycorachie, la glycorachie. La cytorachie, par contre, elle est supérieure à 500 dans les méningites bactériennes, par contre, inférieure à 500 dans les méningites virales. Les lactates donc, sont élevés dans les méningites bactériennes, par contre ils sont inférieurs à 3,2 dans les méningites virales. L'examen direct, donc, généralement on retrouve le germe dans la méningite bactérienne, sauf si c'est un germe qui a été, en fait, comme on n'a pas bien acheminé peut-être le LCR, on peut avoir en fait, une culture qui sera négative. Mais on aura d'autres arguments qui seront en faveur, comme un bilan inflammatoire qui sera positif, comme l'examen neurologique qui sera vraiment donc, perturbé, avec un état général qui sera perturbé aussi. Donc, et bien sûr, la pratique du glycée à parler de parenté au virus peut être positive, peut nous aider à donc, confirmer le diagnostic de méningite virale. Alors, pour le diagnostic différentiel toujours, donc on a les formes atypiques.
Donc, les difficultés, c'est d'y penser et de faire l'APL devant en fait, des signes discrets, d'accord, comme un coma fébrile, un purpura fébrile, des convulsions fébriles, des troubles psychiques, psychiatriques fébriles, ou bien un déficit neurologique fébrile. Ça veut dire devant toute perturbation neurologique fébrile, il faudra quand même pratiquer l'APL. Donc, pour éliminer tout ce qui est méningite. Parce qu'on peut avoir aussi les méningoencéphalites. Les méningoencéphalites aussi sont un diagnostic différentiel des méningites. Méningoencéphalique égale atteinte du système nerveux central, atteinte méningite. Ça veut dire que vous allez avoir les deux. D'accord? Et le tableau est beaucoup plus grave. Et le pronostic un peu plus réservé. Alors, pour le traitement des méningites purulentes, comme vous le savez, donc, il repose au fait sur l'antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie, elle doit être mise en urgence. Ça veut dire que c'est une urgence thérapeutique. Donc, on va être appelé à donner donc, des antibiotiques qui sont bactéricides, d'accord, qui vont agir sur le germe concerné, parce que selon l'âge, on a en fait des germes qui sont plus fréquents que d'autres. Et donc là, on va essayer de mettre une antibiothérapie probabiliste et qu'on va adapter après, une fois qu'on aura la culture du LCR-TAR. Donc, bien sûr, devant un purpura fulminans, donc un état de choc, on a dit on peut sursoir à l'APL, mais on mettra quand même en route l'antibiothérapie. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, bien sûr, en l'absence d'orientation, le traitement de première intention, on choisira toujours selon l'âge, en fonction de l'âge. Donc, soit on mettra de l'amoxicilline, soit on mettra une céphalosporine de troisième génération, selon l'âge de l'enfantin et selon ce qu'on a à la clinique. D'accord? Alors, pour le méningocoque, donc il faut savoir que c'est un germe qui est très sensible aux céphalosporines de troisième génération. D'accord? Le traitement va durer pendant 7 jours. Vous avez le pneumocoque, donc généralement c'est les céphalosporines de troisième génération à haute dose. Avant, je vous ai dit, comme il y avait des germes très résistants, donc on mettait même la vancomycine. Actuellement, avec l'avènement de la vaccination, donc là les germes sont moins en fait, résistants. Donc et là, avec les céphalosporines de troisième génération quand même à 300 mg kg le jour, donc c'est largement suffisant. La durée du traitement est généralement de 10 à 14 jours. D'accord? Et bien sûr, on peut s'aider de la CMI, donc des céphalosporines de troisième génération, pour voir la dose qu'on pourrait mettre. C'est-à-dire est-ce qu'on mettrait plus du 200 ou plutôt du 300. D'accord? En fait, la CMI nous aide beaucoup pour voir sur la sensibilité du germe par rapport à l'antibiotique. Le streptocoque B, donc c'est surtout, c'est des germes sensibles à l'amoxicilline. Donc on va le traiter pendant 14 à 21 jours. Pour l'hémophilus, c'est les céphalosporines de troisième génération, soit le soit le céfotaxime ou le ceftriaxone, et il sera traité pendant 7 jours. Pour la listeria, donc c'est toujours la pénia plus l'aminoxide. Généralement, on a dit c'est l'apanage du nouveau-né. On peut donner aussi du cotrimoxazole. C'est un traitement qui va durer 21 jours. Pour l'Escherichia coli, donc on a dit elle a une résistance naturelle à l'amoxicilline. Donc on mettra une céphalosporine de troisième génération pendant au moins 21 jours. On adjoindra la gentamicine si on est devant un nourrisson de moins de 3 mois. D'accord? Pour les méningites non documentées, donc d'évolution favorable, donc on va poursuivre l'antibiothérapie pendant 14 jours. Et pour les doses d'antibiotiques, donc c'est les mêmes que ceux que je vous ai donnés dans l'infection néonatale. C'est pour ça que je n'ai pas rosé. D'accord? Alors, pour les autres traitements, donc on peut être amené à mettre une corticothérapie. Donc, je suppose que vous avez fait méningite dans l'infectieux, pour infectieux. Donc, vous savez que la corticothérapie est donnée pour quel gène? Pneumocoque, et pneumocoque et hémophilus surtout. Hémophilus. Donc, c'est les deux pour lesquels on va mettre une corticothérapie. Donc la corticothérapie, elle peut être mise en même temps que le traitement antibiotique, ou bien elle peut être même différée. Mais l'essentiel, c'est de la mettre. D'accord? Pour la posologie, généralement 0,15 mg par kilo et par 6 heures pendant 4 jours. D'accord? En cas d'oubli, donc on peut l'administrer, comme je vous l'ai dit, donc un peu plus tardivement par rapport à l'antibiothérapie. L'essentiel, c'est de la mettre les 12 premières heures, après la première dose d'antibiotique. Oui. Pour le pneumocoque et l'hémophilus. Si vous doutez d'un pneumocoque et d'un hémophilus, oui, il faut les mettre.
Les autres moyens thérapeutiques, donc bien sûr, si c'est un état de choc septique, vous allez mettre les drogues vasoactives. Si, au fait, il nécessite un remplissage, vous allez faire le remplissage. S'il nécessite des plaquettes, vous allez mettre des plaquettes. Du PFC, vous allez mettre du PFC. Donc, tout dépend, en fait, du tableau que présentera notre malade. On va mettre donc, le traitement symptomatique correspondant par rapport au tableau clinique que présente notre malade. D'accord? Si, par exemple, il y a au fait, un syndrome d'HIC, donc on va réduire, et bien sûr, il faut toujours réduire déjà les apports hydriques, d'accord? Il y a une réduction, donc on ne va pas mettre au fait, la ration de base complète, mais on va mettre 60 à 80 cc par kilo et par jour. C'est-à-dire que ce sera une ration de base toujours réduite pour éviter au fait d'envenimer la situation. Alors, l'évolution de la méningite. Donc d'abord, on va établir les éléments de surveillance clinique, paraclinique de la méningite. Donc pour les paramètres de surveillance, donc, bien sûr, la surveillance ne se conçoit que sous antibiotiques. Parce que sans antibiotiques, c'est sûr que ce sera fatal. Alors, les paramètres de surveillance sur le plan clinique, donc c'est la température, l'état neurologique, l'état hémodynamique, l'examen cutané et pour le nouveau-né et le nourrisson, la mesure quotidienne du périmètre crânien, la prise de poids. Donc, parce qu'on craint la sécrétion inappropriée d'ADH. Et bien sûr, on va faire un ionogramme dès qu'on voit qu'il y a en fait un excès de poids. D'accord? Il y a une crise pondérale qui est très importante. Sur le plan paraclinique, bien sûr, la PL de contrôle, donc elle n'est pas systématique actuellement. Donc, s'il y a une bonne évolution sur le plan clinique, on ne fera pas de PL de contrôle. D'accord? Ni à la fin du traitement. Donc, la PL, on la fera que s'il y a une évolution qui est défavorable, ou bien il y a une méningite à pneumocoque avec une CMI qui est en fait supérieure, donc l'antibiotique n'est pas très sensible. On va essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on mettra comme antibiotique. Par rapport à l'antibiotique qu'on a mis, donc on va mettre une dose et on va voir donc est-ce que ça répond ou ça ne répond pas. Donc c'est la culture qui va nous permettre de dire est-ce qu'il y a toujours le germe ou pas. Donc la PL sera rediscutée s'il y a une méningite à bactéries inhabituelle. Ça veut dire qu'on retrouve un germe qui n'est pas habituellement retrouvé, d'accord? En doute d'autre chose. Par exemple, pour vous dire, donc on a eu récemment donc un petit qui a été hospitalisé pour méningite, enfin convulsion fébrile, donc imifocale. Et finalité, au fait, c'était une méningite à salmonelle. Pour vous dire que c'était pas en fait un germe habituel. Donc, c'est un petit qui a fait en fait pas mal de complications. Quand l'IRM a été faite, il y avait en fait une ventriculie déjà qui s'était installée et il y avait aussi un empyème. Donc, pour vous dire, c'est des bactéries qui donnent des complications. Et ça survient sur terrain. Le salmonelle, donc c'est l'apamage du drépanocytaire et aussi des déficits immunitaires. Donc alors, les modalités donc, évolutives, donc soit c'est une évolution favorable, généralement quand l'antibiothérapie a été précoce et adaptée, donc l'évolution est généralement favorable. Donc au bout de quelques jours, donc, on aura une régression de la température, donc généralement au bout du 5e jour, il n'y a plus de température. Le syndrome méningé régresse plus lentement, donc toutefois, donc l'évolution est toujours préoccupante, donc il faut être toujours vigilant. Donc c'est pour ça qu'il faut au fait surveiller et bien examiner les malades, chercher les localisations secondaires et chercher s'il ne fait pas une complication. Par exemple, si un nourrisson fait toujours de la fièvre et vous remarquez que l'examen neurologique n'est pas très bon, donc il ne faut pas hésiter à faire une imagerie, d'accord, pour chercher au fait un abcès ou une ventriculite, donc une complication, ou bien s'il y a une augmentation du PC, donc pour rechercher une hydrocéphalie. Donc chercher au fait les autres localisations, donc surtout articulaires. Donc il faut bien examiner le malade pour chercher en fait, soit les complications ou les localisations secondaires. Pour les complications, donc elles surviennent surtout donc, avec des germes type pneumocoque, staph, les BGN, la listeria. Donc ils sont bien sûr plus fréquents si on a un terrain de comorbidité, par exemple un diabète, une immunodépression, donc un DREPA, donc il y a un terrain particulier donc qui favoriserait au fait l'apparition des complications. Et les complications aussi sont fréquentes si le traitement n'est pas adapté, d'accord, et il n'est pas précoce. Donc pour les complications, donc on a les complications neurologiques et extra-neurologiques, donc ça peut être une encéphalite, une ventriculite, une suppuration intracérébrale comme un abcès ou un empyème, un cloisonnement méningé, donc l'hydrocéphalie, une thrombophlébite cérébrale, une vascularite cérébrale per- et post-infectieuse. Ça peut être un état de choc, comme dans le purpura féminin, une décompensation de la courbe mobilité, par exemple s'il a un diabète ou là, ça va décompenser son diabète, des troubles hydroélectrolytiques. Au fait, il faut chercher avec la méningite toutes les complications possibles et imaginables.
parce que ça, en fait, ça conditionne le pronostic. Pour le pronostic, donc la mortalité est surtout précoce dans les 40 premières heures, donc elle est secondaire généralement en fait à l'état de choc ou bien des complications neurologiques. Donc si l'enfant évolue rapidement, donc en fait l'état de conscience s'aggrave et il sombre rapidement dans le coma ou il fait des signes d'engagement cérébral. La mortalité donc, par rapport aux germes onqueuses, donc elle est de 5 à 10% par exemple pour l'hémophilus, elle est de 10% pour le méningocoque et de 20% pour le pneumocoque. Donc pour vous dire à quel point il est grave le pneumocoque. Les principaux éléments de mauvais pronostic, donc c'est le retard à la mise en route du traitement. L'âge de moins de 2 ans, ça veut dire que plus on est jeune, plus en fait on a l'état immunitaire donc, qui est précaire et qui est inadapté par rapport à l'infection sévère, d'accord. Le germe en cause, donc comme le staph, les BGN, le listeria et le pneumocoque, donc sont pourvoyeurs de complications, donc automatiquement, donc le pronostic peut être réservé. La présence à l'admission, donc pendant les premières 24 heures d'un ou plusieurs signes suivants, donc un coma, donc comme je vous ai dit, donc c'est l'état neurologique, donc s'il y a au fait l'enfant sombre rapidement dans un coma, si au fait les convulsions ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire là c'est probablement il y a une complication, les signes neurologiques de localisation et l'état de choc. Les séquelles sont fréquentes et sont un type de séquelles motrices, donc on peut avoir une mono ou une hemiparésie. Les séquelles sensorielles à type donc, de surdité, donc surtout, et de cécité. Donc c'est surtout l'apanage du nourrisson. C'est pour ça qu'au fait il faut surveiller après, donc il faut faire les potentiels évoqués auditifs et visuels. Et vous avez les séquelles psychomotrices à type d'épilepsie, les troubles du caractère, on peut avoir une hydrocéphalie aussi, donc, et les troubles de la mémoire. Donc c'est des enfants qui vont avoir des problèmes lors de leur scolarité. Pour la prévention des méningites purulentes, donc selon l'arrêté ministériel de santé, donc, qui fixe au fait la liste des maladies à transmission et à déclaration obligatoire, toute méningite infectieuse est à déclaration obligatoire, quel que soit l'agent causal. Ça veut dire que ce soit méningite virale, méningite bactérienne ou autre, donc elle est à déclaration obligatoire. Donc les infections à méningo, donc bien sûr à déclaration obligatoire. Donc la vaccination donc, a permis de vacciner contre en fait, les sérotypes les plus fréquents. Donc le A, le AC, et le ASCY et le W135. Donc en fait les indications c'est surtout quand on a en fait, des cas contacts avec une méningite à méningo. Avant un voyage dans un pays où il y a en fait, une épidémie ou une endémique pour le méningocoque, quand il y a un déficit en complément sérique ou une asthénie. L'antibioprophylaxie, donc bien sûr, elle doit être mise chez toute personne donc, qui a eu un contact étroit avec une personne qui a eu en fait, une méningite, dans un établissement scolaire, donc les enfants qui ont été en contact, donc les enfants en bas âge, donc ceux des crèches, et les adultes en fait, dans un milieu de travail qui n'ont pas eu de prophylaxie ni primitive ni secondaire. Alors, pour le vaccination à amiant, donc sont considérées comme contact les personnes ayant réalisé le bouche à bouche. Donc c'est pas tout le monde qui va être en fait, pour qui on va donner en fait, un traitement prophylaxique, ou bien une intubation, ou bien une aspiration trachéale sans masque. C'est-à-dire ceux qui ont eu en fait affaire à des sécrétions du sujet contact. Donc quand est-ce qu'on va le faire? Donc généralement on le fait rapidement, donc dans les 24 à 48 heures après le diagnostic. Donc il sera inutile si on le fait après 10 jours. Donc il faut le faire vraiment en fait, dans les heures qui suivent la contamination. Avec quoi on va le faire? Donc généralement dans les pays étrangers c'est la rifampicine péros. Chez nous comme c'est un des traitements antituberculeux, donc on ne l'utilisera pas pour en fait, la prophylaxie. Chez nous on utilisera surtout de la ceftriaxone. D'accord? Donc que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, et on peut utiliser aussi le ciprofloxacine. Pour les méningites à hémophilus, donc la prophylaxie primaire, elle se fait par la vaccination. Pour les sujets contacts, donc quand il y a une méningite à hémophilus, donc elle se fera avec la rifampicine. Pour le pneumocoque, donc la vaccination des sujets à risque a permis au fait de diminuer l'incidence de la méningite à pneumocoque. Et bien sûr, les sujets qui ont été splénectomisés ou les sujets qui n'en voudraient pas sont généralement vaccinés contre le pneumocoque systématiquement et on a des rappels vaccinaux donc toutes les 3 à 5 ans.
Pour les méningites à listeria, donc chez les immunodéprimés et chez les femmes enceintes, donc il faudra éviter de manger du fromage non pasteurisé et des charcuteries qui peuvent être contaminées par le germe. Et bien sûr les mesures d'hygiène, donc le lavage des mains, et donc faire attention quand on touche au fait des aliments qui sont surtout charcuterie contaminée. Donc on a fini avec la méningite. Est-ce que vous avez des questions? Ou c'est clair? Clair? Oui, c'est sûr, c'est clair. Vous êtes d'appoint pour finir la classe? Mort. Vous avez un autre cours en plus après? Alors, vous allez sortir d'ici à... Quelle heure? Il est quelle heure déjà? Encéphalite aiguë. Alors, pour les encéphalites aiguës, donc il faut savoir que les encéphalites sont des infections non suppurées du parenchyme cérébral. Ils sont rares, bien heureusement, parce que sinon, c'est des infections très graves. D'accord? Et le pronostic, il est quand même réservé. Alors, c'est la conséquence d'un processus inflammatoire au niveau du cerveau. D'accord? Ça touche directement le système nerveux central. Alors, les méningoencéphalites, en fait, il y a la composante méningée et la composante encéphalitique. Donc, c'est les deux composantes donc, qui sont en fait intriguées. Alors, certaines encéphalites sont autolimitées, d'autres conduisent rapidement à la mort ou à des séquelles neurologiques graves. Ça veut dire qu'il y a des encéphalites qui vont en fait rapidement évoluer vers la guérison ou peu de séquelles, mais il y a d'autres où le pronostic est réservé, et surtout quand il y a des troubles neurologiques au premier plan, donc avec troubles de la conscience. Donc généralement, ils sombrent rapidement et la mort est au bout. Donc le diagnostic ne peut être affirmé avec certitude que par la biopsie cérébrale. Ça veut dire que c'est quand on fait la biopsie qu'on retrouve au fait la nécrose au niveau cérébral. Donc l'aspect microscopique, donc qui nous confirme au fait l'atteinte. Et bien sûr, on peut faire ça aussi pour certains, surtout pour l'herpès. Donc c'est le LCR qui nous permet, grâce à la PCR, de faire le diagnostic. Donc, sur le plan physiopathe, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans la mesure où les causes sont multiples, donc en fait, il n'y a pas de physiopathe uniforme, parce que ça dépend en fait du germe en cause. Alors, les manifestations cliniques peuvent résulter d'une agression directe du parenchyme cérébral ou d'une invasion indirecte du cerveau par un agent infectieux. Donc, aux deux types, donc on a une encéphalite avec réplication virale et on a une autre encéphalite post-infectieuse. Parce qu'en fait, on a deux mécanismes possibles. Soit il y a le virus qui va être à l'origine de l'encéphalite, ou bien c'est au fait les phénomènes auto-inflammatoires qui vont être, en fait, il y aura en fait un processus immunologique qui va être à l'origine en fait du tableau neurologique. D'accord? En fait, il y a deux entités. L'encéphalite. L'encéphalite, en fait, secondaire à la réplication et en fait à l'action du virus directement au niveau du système nerveux central, ou bien c'est pas l'infection en elle-même qui est à l'origine de l'encéphalie, mais c'est en post-infectieux. C'est les phénomènes immunologiques qu'engendre ce virus ou cette infection qui va être à l'origine de l'encéphalie et des manifestations neurologiques. D'accord? Et des fois, c'est très difficile de faire la distinction entre les deux, surtout avec l'herpès. Des fois, tu as les deux mécanismes intriqués. Alors, sur le plan du diagnostic, donc le virus va pénétrer au niveau du cerveau, il va se multiplier. Donc, la première question, donc celle du mécanisme de l'attaque cérébrale. Donc, on aura la réplication virale directe, intracellulaire avec des lésions cellulaires secondaires immunes. Et la seconde, c'est celle du virus causal. La troisième question qu'on va se poser, donc, c'est la cellule cible. Généralement, l'atteinte par exemple, de la substance grise, donc les neurones, les astrocytes plutôt, est responsable de coma et de convulsion. Celle de la substance blanche, donc les oligodendrocytes, entraînent des signes d'atteinte des voies lentes ou des voies optiques, et les méninges peuvent également être intéressés. D'accord? Donc en urgence, la démarche diagnostique doit débuter et la prise en charge aussi. D'accord? Donc on va prendre en compte la clinique, l'âge, le mode de début et la fièvre. Donc ce qui va nous aider, c'est l'EEG, donc l'étude du LCR et l'imagerie. D'accord? Tout ça va nous aider.
Alors, vous avez en premier lieu donc, les encéphalites primitives ou bien les encéphalites post-infectieuses. Donc c'est ce qu'on, généralement, en fait, c'est l'apanage de l'herpès. Donc c'est les méningoencéphalites ou les encéphalites herpétiques. Donc c'est lui, au fait, qui est pourvoyeur des encéphalites primitives. D'accord? Donc généralement, c'est soit une primo-infection chez le sujet jeune, soit c'est une réactivation de l'herpès simplex qui est au niveau du ganglion de Gasser. Donc c'est un enfant qui a déjà eu un contact avec le virus de l'herpès, qui a fait par exemple un bouton de fièvre. Donc l'herpès va rester au niveau du ganglion et va se réactiver lors d'une dépression de l'enfant. Donc dans le cas de l'herpès simplex type 2, comme on l'a vu dans l'affection néonatale, c'est surtout l'apanage du nouveau-né. Donc c'est lors du passage de la filière génitale que l'enfant va être en contact de l'herpès simplex type 2 et là il va être contaminé. D'accord? On a aussi les autres encéphalites secondaires à l'entérovirus et l'adénovirus qui sont beaucoup plus rares. Ça veut dire que là, le plus fréquent c'est l'herpès. Alors sur le plan de la symptomatologie, donc vous allez avoir en fait la symptomatologie et la conséquence de la nécrose aiguë, donc focale des lobes temporaux. Donc le diagnostic donc, va reposer au fait sur les signes de focalisation. Donc vous allez avoir à l'examen donc, et à l'imagerie, donc en fait dans le tableau typique. Donc vous allez avoir en fait c'est un enfant qui va présenter des convulsions fébriles, d'accord, avec une détérioration sur le plan neurologique. Donc il peut avoir des troubles de la conscience. Il peut avoir en fait des signes de focalisation, donc ce sera des convulsions hémicorporelles, d'accord. Et vous pouvez avoir soit des signes en rapport avec l'herpès, donc un bouton de fièvre, ou bien une éruption vésiculeuse, mais comme vous pouvez ne pas avoir du tout de signes de faveur. Donc le début est généralement progressif et peu évocateur, donc vous allez avoir le syndrome fébrile, les troubles digestifs, qui sont toujours présents, généralement. En quelques jours va s'installer donc la somnolence, qui va évoluer vers une altération progressive de l'état de conscience, et bien sûr avec la fièvre qui sera pratiquement au plafond à 40 degrés. Donc après 2 à 3 jours donc, du syndrome infectieux, donc, vont apparaître donc, les convulsions, et les convulsions généralement elles sont hémicorporelles, et ils sont assez spécifiques, donc brachiospatiales, donc c'est la tête donc, et la face, donc vous allez avoir des clonies de la face, d'accord, et généralement ça fait comme ça, des mouvements comme ça, donc de latéralisation de la face. Donc qui peuvent se répéter dans le temps. Donc c'est un nourrisson qui va convulser, qui ne va pas s'arrêter de convulser, malgré tous les moyens que vous allez mettre en œuvre. Et donc là, il faudra mettre rapidement donc en route une antibiothérapie, parce que ça peut être une méningite bactérienne, comme ça peut être une encéphalite herpétique. Donc on va mettre en route le claforan, donc à dose mélangée, et la cyclovir, donc à 10 à 20 mg kg par 8 heures, donc pour couvrir les deux. Et une fois qu'on aura fait le NCR-TANA, on pourra faire la part des choses. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc pour les encéphalites herpétiques de l'adolescent, donc là généralement c'est un tableau qui est assez caractéristique. Donc là, le début, bien sûr, il est insidieux. Donc les premiers signes, donc c'est surtout les troubles du comportement. Et donc c'est des adolescents qui vont avoir des propos inadaptés, donc généralement à connotation sexuelle. Vous allez avoir un état confusionnel. Donc c'est, en fait, pour vous dire, donc on a une petite qui a été hospitalisée chez nous. Donc c'est une fillette de 12 ans, donc qui était très calme, une gentille fille, qui n'a jamais eu de problème, qui est très respectueuse, donc pratiquement très timide, donc il lève pas la tête. Et là, quand elle a fait son encéphalite, donc elle avait en fait pratiquement presque un syndrome frontal. Donc même sa façon de parler était complètement différente de celle de l'individu qu'on connaissait. D'ailleurs, l'enseignante Taha qui était venue pour la voir, elle m'a dit qu'elle était méconnaissable. Elle avait des propos incohérents, elle disait n'importe quoi, même ses propos étaient pratiquement, en fait, elle parlait d'une façon très méchante et très... Ça veut dire que c'était pas du tout la même personne, c'était une personne très calme, très, très réservée, et elle est devenue d'un coup, en fait, compulsive, elle disait n'importe quoi, elle avait un comportement qui était agressif, d'accord, pour vous dire, donc il y a un changement radical du comportement. Donc vous pouvez avoir un état confusionnel, une désorientation temporospatiale. D'ailleurs, la petite Hadi, le jour de son hospitalisation, elle était complètement désorientée dans le temps et dans l'espace, elle ne savait pas où elle était, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et le lendemain matin, quand on lui a demandé est-ce qu'elle se rappelait de ce qui s'est passé, elle nous a dit non, elle ne se rappelait même pas. C'est-à-dire qu'il y avait une amnésie post-trouble du comportement et de la désorientation.
Donc vous allez avoir un syndrome fébrile qui est très important, des convulsions généralement qui sont présentes. Et en cas de méningite associée, vous allez avoir bien sûr un syndrome méningé qui sera aussi au second plan, avec une raideur de la nuque, le syndrome méningé et les céphalées et la photophobie. Pour les examens complémentaires, bien sûr, elle repose surtout sur l'étude du LCR, que ce soit chez le nourrisson ou chez l'enfant. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Au fait, le profil de la méningite, c'est le profil de méningite lymphocytaire, avec une pléocytose qui sera au fait à prédominance lymphocytaire de 10 à 500 éléments. Pour vous dire, c'est pas très important, c'est pas comme dans la méningite bactérienne. Donc, généralement, on peut avoir une pléocytose qui est négative, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir de cellules urachie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'atteinte méningée, il y aura juste une encéphalie, l'atteinte du système nerveux central. Et bien sûr, on aura une hyperprotéinuration qui sera discrète, pas comme celle de la méningite bactérienne. Et vous allez avoir une légère hypolipidémie.